août 1961, le vent tourne à Elisabethville. L'ONU entre action. La peur s'installe. À la fin d'août 1961, le gouvernement katangais comprend que l'ONUC, la mission des Nations Unies au Congo, va appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. L'expulsion de mercenaires devient imminente. Dans les communes d'Elisabethville, la tension monte. Arrestations, mauvais traitements, confusion. Le 26 août, 20 familles cherchent refuge auprès du camp militaire suédois. Le lendemain, elles sont 200. Le 28 août, elles sont 1000. La peur s'est installée. Les réfugiés affluent. L'ONUC les transporte depuis ses quartiers généraux. Le camp suédois devient un centre grouillant, vivant, surpeuplé. Des huttes s'élèvent, des familles s'installent. Ceux qui ne trouvent pas de place sont envoyés au camp irlandais, à l'est de la ville. Le camp devient une ville dans la ville. Mais derrière les rations militaires et les gardes suédois, une peur collective s'amplifie. Selon le rapport de M. Quittenbauer, la peur de Baluba semble être une psychose de masse, mais une minorité agit par peur réelle, celle de massacre, de persécution. Les leaders, influencés par Sendwe, comprennent vite le rôle politique de l'exode. Ils espèrent affaiblir le gouvernement Tshombe, paralyser l'économie. Une politique concentrée et concertée se dessine entre Elisabethville et les campagnes militaires de l'ANC, l'armée nationale congolaise. Le 28 août, des prisonniers s'échappent de la prison de Kassapa. Parmi eux, 28 soldats de l'ANC, accusés d'atrocités. 300 autres se disent prisonniers politiques. Mais beaucoup sont de droit commun, sans papier, impossible de les distinguer. L'ONUC les isole, tente de négocier leur retour. Le commandant Puisse Sapwe agit avec courage, mais le ministre Munongo bloque toute avancée. Le gouvernement katangais verrouille le camp. Les réfugiés doivent choisir, partir ou rester. Certains s'échappent, d'autres sont arrêtés, maltraités, tués. L'ONUC organise un pont aérien depuis Léopoldville pour nourrir les réfugiés. Mais les tensions montent. Les gants des jeunes du camp deviennent une menace. La sécurité du camp devient un enjeu politique autant qu'humanitaire. Avant le verrouillage du 19 octobre, le camp est le lieu le plus actif d'Elisabethville. Magasins, bars, restaurants, réunions tribales, les réfugiés ont amené leurs voitures, leurs radios, leurs machines à coudre. Une population urbanisée, qualifiée, instruite. Les industries s'appuient sur l'ONUC de préserver cette force de travail. Ils supplient la mission de l'ONU de garder ces gens dans une bonne condition puisqu'ils constituent un vivier pour le marché du travail. Mais le confort apparent cache une détresse profonde. L'ONUC agit selon sa charte. Protéger ceux qui se sentent persécutés, mais ses moyens sont limités. Les camps se maintiennent par inertie. L'aide humanitaire se heurte aux calculs politiques. L'auteur onusien reconnaît. L'idéal est noyé par les événements imprévisibles. L'organisation est dépassée, instrumentalisée. Le camp devient le théâtre d'un drame plus vaste, celui de l'indépendance du Congo. Ce camp de réfugiés, né dans l'urgence, devient le miroir des tensions du Congo post-indépendance. Derrière chaque tente, une histoire. Derrière chaque fuite, une peur. Derrière chaque décision, un calcul. Katanga 1961, ce n'est pas seulement un épisode oublié. C'est une mémoire à vif, une leçon d'histoire, une invitation à réfléchir sur les responsabilités, les silences et les espoirs trahis. Ainsi, dans cet épisode,
nous remarquons que les réfugiés Baluba qui sont allés demander refuge, demander secours auprès de la mission de l'ONU au Congo à l'époque, dans le camp sédois, surpeuplé, dépassé, puis renvoyés dans le camp irlandais, n'étaient pas que des citoyens lambda. Ils constituaient une force vive du Katanga. C'étaient les intellectuels, c'étaient les travailleurs des industries minières au Katanga. Suivons le reste. N'oubliez pas de nous suivre. Au revoir.